Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 octobre 2025 et notre cher ami John Kiriakou est de retour parmi nous. Bon retour, John. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. C'est un plaisir de te revoir. John, je veux commencer par le cas de Charlie Kirk. On peut dire que presque toutes les histoires qu'ils ont publiées jusqu'à présent s'effondrent. À ton avis, quand tu examines le cas de Charlie Kirk, quel est le problème avec le gouvernement, disons avec la sécurité ou le renseignement? Comment quelque chose comme ça peut-il arriver? Parce que c'est une énorme bévue. Si tu essayes d'inventer une histoire et de la diffuser, tu sais, les messages textes entre Charlie Kirk et son partenaire. Quand tu lis ces messages, on a l'impression de quelque chose sorti des années 1950, comme deux personnes de cette époque qui se parlent. C'est incroyablement puéril. Regardez toutes ces histoires qui sortent et s'effondrent, démystifiées par des podcasteurs, par des analystes comme Larry Johnson, que nous recevons chaque semaine. Il a dit qu'il n'était même pas possible d'être touché par ce fusil précis à une telle distance, et que la balle reste simplement coincée dans le cou de Charlie Kirk sans ressortir de l'autre côté. Quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé pendant l'attentat et, plus précisément, sur ce qui a suivi, les récits qu'ils essaient d'utiliser pour influencer l'opinion publique? Tout d'abord, Nima, je veux commencer ma réponse en précisant que je ne suis pas un adepte des théories du complot. Je suis la personne la moins encline à ce genre de choses que je connaisse. En général, je pense que les théories du complot sont simplement des histoires inventées pour combler des lacunes que les gens ne peuvent pas combler par l'enquête ou par la réflexion. Cela dit, je pense que Larry Johnson a raison. On ne nous dit pas toute la vérité ici. Regardons l'arme. C'était un fusil de calibre 30-06, n'est-ce pas? Une arme ancienne, avec des organes de visée en fer. Pas une lunette. Des organes de visée en fer. Est-il possible que le jeune accusé d'avoir tué Charlie Kirk ait pu réussir ce tir? C'est possible, mais avec un 30-06, il est impossible que la balle se soit logée dans le cou. Elle aurait dû arracher la moitié gauche de sa tête, traverser le cou, ressortir de l'autre côté et tout détruire sur son passage. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Un autre problème, c'est la fuite. Tout d'abord, comment est-il même possible qu'il ait pu monter sur le toit du centre étudiant fermé pour rénovation sans être détecté? J'ai du mal à y croire. Et tout cela en transportant un fusil .30-06. Après le meurtre, on a beaucoup entendu dire qu'il l'avait démonté rapidement, mais maintenant nous savons qu'il ne l'avait pas démonté. Il a été retrouvé intact dans les bois. Alors quoi? Il a tiré sur Charlie Kirk, puis, d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, il est descendu du toit du bâtiment et personne ne l'a vu courir avec un fusil. Il y a tellement de questions ici auxquelles le gouvernement ne répond pas, auxquelles les autorités ne répondent pas, que bien sûr, les gens vont imaginer différentes hypothèses et différents scénarios. Mais une autre question que je me pose, et que je pense que nous ne nous sommes pas encore vraiment posée, c'est pourquoi le FBI est-il impliqué, au juste? D'accord, ce meurtre a eu lieu dans l'Utah, n'est-ce pas? Le tireur venait de l'Utah, le tireur présumé. Il a quitté son domicile dans l'Utah et a conduit jusqu'au lieu du crime, qui se trouvait également dans l'Utah. Il n'y a eu aucun franchissement de frontière d'État. Il n'y avait littéralement rien qui justifiait de fédéraliser cette affaire. Alors pourquoi diable le FBI s'est-il précipité dans l'Utah pour reprendre l'enquête? Ce n'est pas une affaire fédérale. Et cela me fait simplement penser qu'il y a une sorte de dissimulation en cours ici. Comme tu l'as dit, et tu l'as bien dit, chaque fois qu'on nous présente une histoire plausible, elle s'effondre sous l'examen. Et écoute,
Si des podcasteurs comme moi peuvent trouver des failles dans l'enquête de l'État et du FBI, alors ils devraient avoir honte d'eux-mêmes. Nous savons que la version officielle n'est pas ce qui s'est réellement passé. John, je pense que chaque fois qu'un événement se produit, à mon avis, l'une des questions fondamentales que toute personne dotée d'un esprit analytique se poserait, tout ingénieur, toute personne ayant étudié les mathématiques, est cui bono? Qui va en tirer profit? Parce que vous savez, même si nous supposons qu'il s'est passé quelque chose d'interne aux États-Unis, pourquoi les autorités, je parle de Donald Trump lui-même et de son vice-président, J.D. Vance, ne sont-elles pas sorties pour dire quelque chose qui aurait pu rassembler les gens de toutes les factions de la société? Leur argument, le premier commentaire de Donald Trump sur l'assassinat, c'était que c'était l'extrême gauche, que des radicaux faisaient cela. Et Netanyahou est sorti en disant que c'était des islamistes qui l'avaient fait. Comment peut-on comprendre cela? Comment peut-on l'imaginer? Il semble que nous ayons un problème avec la connexion de John. Il est au Mexique et a un signal faible. Oui, il est de retour maintenant. Oui, désolé pour ça. J'ai entendu ta question et elle est bonne. Pourquoi la Maison-Blanche n'a-t-elle pas essayé de rassembler les gens? Et cui bono? Voyons d'abord cui bono. Qui en profite? Il y a beaucoup de factions différentes qui en tirent avantage, franchement. D'un côté, aussi fou que ça puisse paraître, le meurtre de Charlie Kirk. John, on ne t'entend plus. John, we don't hear you. John, tu m'entends? Oui, c'est le même genre de problème. Désolé pour ça. C'est juste un souci avec la connexion Internet de John en ce moment, mais il reviendra. Il va falloir faire avec pour l'instant. Oui, je m'excuse, Nima. Je présente mes excuses à vos téléspectateurs. Je suis dans une zone très rurale du Mexique, à l'extrémité sud de la péninsule de Basse-Californie, et il n'y a tout simplement aucune connexion ici. Bref, pour revenir à votre point, cui bono, cui bono. Des personnes et des groupes, à droite comme à gauche, en tirent profit. D'un côté, la droite obtient un martyr, au point que plusieurs projets de loi ont été déposés au Congrès ces dernières semaines pour créer une pièce commémorative Charlie Kirk à la monnaie nationale. Il y a également eu, cette semaine, un projet de loi visant à ériger une statue commémorative de Charlie Kirk sur le campus de chaque université publique américaine. C'est de la folie. D'un autre côté, un Charlie Kirk réduit au silence profite à la gauche, car Charlie Kirk attirait beaucoup de jeunes vers le mouvement conservateur et le Parti républicain. Et si vous êtes un parti démocrate qui n'a pas vraiment de programme, de politique ou de stratégie, alors c'est quelque chose de très dangereux. Je veux croire qu'il n'est pas possible que quelqu'un dans mon gouvernement soit assez malveillant pour assassiner un citoyen privé, ou n'importe quel citoyen, dans le but d'étouffer le débat politique. Mais enfin, nous avons vu ce qui s'est passé aux États-Unis au fil des années. Bien sûr qu'il y a des gens prêts à faire cela. J'espère simplement que ce n'est pas le cas. J'espère que nous nous trompons à ce sujet, Nima. J'espère qu'il n'y avait pas de complot. J'espère que tout sera finalement expliqué et que c'était bien ce gamin, ce Tyler Johnson. Je crois que c'est son nom, quel que soit son nom. Je déteste même lui faire l'honneur de prononcer son nom. Tyler Robinson. Oui, c'est ça. John, je pense que beaucoup de gens débattent en ce moment. Je lis les commentaires ici. Ils parlent du Mossad, d'Israël étant derrière tout cela. Mais je suis curieux.
Quelle est la raison pour laquelle les gens vont dans cette direction? Ils voient Israël comme étant dans une situation désespérée en termes d'opinion publique aux États-Unis. Et Charlie Kirk était l'une des figures les plus importantes, même pendant l'élection et la présidence de Trump. Il a beaucoup aidé. C'est pourquoi ils pensent que si Charlie Kirk avait décidé de s'éloigner d'Israël et de la cause pro-israélienne, cela pourrait être une raison pour Israël de s'en prendre à lui. Il y a beaucoup de problèmes avec cette idée. J'ai reçu Max Blumenthal dans cette émission et il a mentionné chaque détail. Ces personnes qui soutiennent Israël ont tout fait pour rendre les autres méfiants quant à ce qui s'est passé lors de l'assassinat. Quelle est ta compréhension de cela? Qu'est-ce qui se cache derrière ce genre de sentiment chez les gens? Et peut-être le problème plus large concernant Israël dans ce cas. Oui, Max Blumenthal est un ami à moi. Et je vais te dire une chose. C'est l'une des personnes les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées. Il est capable d'assembler les pièces d'un puzzle d'une manière que presque personne d'autre que je connaisse ne peut faire. Charlie Kirk, tout au long de sa vie, a été l'une des figures les plus pro-israéliennes, les plus sionistes de la droite américaine, jusqu'à récemment. Même Charlie Kirk a commencé à prendre position contre les crimes de guerre israéliens à Gaza. Tu sais, en même temps, un sondage a été publié la semaine dernière et je suis sûr que tu l'as vu. Je pense que c'est très important. Le 7 octobre 2023, les Américains soutenaient Israël plutôt que les Palestiniens, avec un écart de 46 points de pourcentage. Cette semaine, les Américains soutiennent les Palestiniens avec un point de pourcentage d'avance sur les Israéliens. Les Israéliens sont donc en train de perdre l'opinion publique américaine, et ils la perdent très rapidement. Maintenant, si quelqu'un d'aussi influent et respecté que Charlie Kirk, avec une audience de cette ampleur, décidait de changer de camp et de soutenir la cause palestinienne, ou simplement les droits humains en général, ce serait un sérieux problème pour les Israéliens. Alors, les Israéliens avaient-ils une raison pour que cela se produise? Bien sûr que oui. L'ont-ils fait? Je ne le pense pas. Oui, le même problème. Ça va revenir. Désolé pour ça. Ça arrive. Je ne peux rien y faire. Nous devons juste attendre. Il nous rejoindra dans une seconde. Ouais, il est là. Désolé, mec. Non, pas de problème. Je vais te dire un truc. Il n'y a pas d'eau chaude, pas d'internet et des insectes partout. Je passe 1 heure juste à tuer tous les insectes qui entrent dans ma chambre d'un jour à l'autre. C'est un boulot difficile. Oui. Quand on regarde le cas de Charlie Kirk, penses-tu que le Parti républicain serait capable de le remplacer? Je veux dire, disons-le ainsi, je ne parle pas du Parti républicain dans son ensemble, mais du mouvement MAGA. Est-il remplaçable? Et pourrait-il le remplacer par quelqu'un qui soutiendrait Israël au lieu d'adopter la position qu'a prise Charlie Kirk? Parce que nous avons appris, d'après les messages qu'il a envoyés à ses amis avant l'assassinat, 48 heures avant, qu'il avait dit « J'en ai fini avec Israël, je ne vais plus les soutenir, à cause de ce qui se passait en interne. » Les donateurs du mouvement ont alors décidé de retirer environ 2 milliards de dollars de soutien à TEPUSA, Turning Point USA. Et juste après l'assassinat, nous avons vu Ben Shapiro déclarer qu'il allait investir une certaine somme d'argent pour les soutenir. Alors, comment va ce mouvement aujourd'hui, selon toi? Vont-ils pouvoir continuer même sans Charlie Kirk, qui, à mon avis, était le centre du mouvement? Oui, Charlie Kirk était au centre du mouvement. Je suis d'accord. Vous savez, ils ont Ben Shapiro, ils ont Benny Johnson, ils ont quelques autres personnes, mais ce ne sont pas Charlie Kirk. Donc cela va faire mal. Cela va causer des dégâts.
Donald Trump a dit qu'il n'aurait pas été élu pour un second mandat sans Charlie Kirk. C'est Charlie Kirk qui a amené des jeunes à voter pour la toute première fois, non seulement pour la campagne de Trump, mais pour le mouvement MAGA dans son ensemble. Charlie Kirk était l'une de ces figures uniques qui ont eu un impact générationnel sur la politique américaine. Pensez à quelqu'un comme Martin Luther King ou Robert F. Kennedy Sr. Je comparerais son pouvoir politique, son autorité, à ceux de ces personnes. Je l'ai rencontré une fois, c'était un gamin, 17 ou 18 ans. Je travaillais au comité des relations étrangères du Sénat et il est venu avec un groupe de gens du Tea Party. Ce qui m'a fait sourire, car je les observais un instant et je me suis dit, vous savez quoi? C'est ce gamin qui est le leader. C'est aucun des adultes. Ce gamin est le leader. Ils allaient de bureau en bureau, faisant du lobbying pour des réductions d'impôts. Et puis, au moment de partir, il y a eu une conférence de presse et c'est lui qui l'a donnée. Un gamin de 17 ans. Je me souviens avoir dit à un de mes collègues, « Eh bien, ce gamin ira loin, qui que ce soit. C'est qui? » « Oh, il s'appelle Charlie Kirk. » J'ai dit, « Je n'en ai jamais entendu parler. C'est juste un enfant. » Et il dirigeait déjà un mouvement à 17 ans. C'est pour ça que je dis qu'il faisait partie de ceux, qu'on l'aime ou non, qu'on soit d'accord avec lui ou non, et je me suis souvent retrouvé en désaccord avec lui sur, je sais pas, 80% des sujets, il était un leader né. Et c'était là sa véritable contribution à la droite et au Parti républicain. John, en ce qui concerne l'establishment aux États-Unis, je ne crois vraiment pas que cet establishment soit, tu sais, politique. Ils sont idéologiques et ils n'appartiennent ni à la droite, ni à la gauche, ni à tous ces mouvements que l'on voit aux États-Unis. Mais dans le cas de Charlie Kirk, quelle est ta compréhension des politiques de l'establishment quand quelque chose comme ça se produit, l'assassinat de ce type? Parce que c'est pas quelque chose de nouveau pour les États-Unis. Nous avons eu JFK, son frère, et bien d'autres cas encore. Tu sais mieux que quiconque que ce genre d'assassinat provoque d'énormes troubles au sein de la société. Et comment, quelle est votre compréhension de l'establishment dans ce genre de moment? Sont-ils, vous savez, d'une certaine manière, impliqués dans ce type de conflit? Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de demander. Je pense que l'establishment a un problème avec ce qui se passe aux États-Unis. L'establishment n'a plus l'influence qu'il avait auparavant, à cause d'Israël, à cause de la guerre en Ukraine, à cause de ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis, à cause de Charlie Kirk lui-même, vous voyez? Comment veulent-ils résoudre leurs problèmes, les régler? Oui, c'est une très bonne question, et c'est une question vraiment, vraiment difficile à laquelle répondre. Tout d'abord, vous avez raison. Tout tourne autour de l'idéologie. Il y a plus d'Américains qui se disent indépendants qu'il n'y a de démocrates ou de républicains. Les gens me demandent à quel parti politique j'appartiens. Je suis indépendant, vraiment indépendant. Mais j'étais un démocrate de 3e génération. Mes grands-parents sont venus à cause de Franklin Roosevelt. Les démocrates, vous savez, pendant la guerre du Vietnam, mes parents étaient opposés à la guerre, ils soutenaient les droits civiques. J'ai quitté le Parti démocrate. Désolé pour cette connexion. Elle veut tellement fonctionner, mais elle ne semble pas en avoir la force. Donc, nous en sommes arrivés à un point dans le pays où l'idéologie est plus importante que la politique partisane. Et serait ce être fou. Ils veulent tellement rétablir un système bipartite, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et ils ne le savent pas parce qu'ils refusent de s'attaquer aux problèmes, les types de problèmes que Charlie Kirk soulevait, par exemple. Deuxième point. Que cela nous plaise ou non, nous vivons dans une société très très violente. J'ai servi à Bahreïn pendant 2 ans.
2 des années les plus heureuses de ma vie. L'émir de Bahreïn à l'époque, le cheikh Isa Ben Salman Al Khalifa, était un homme très aimable et généreux. Il ouvrait sa maison de plage le week-end pour que les diplomates puissent aller nager et vos épouses pouvaient porter un bikini sans que personne ne les dévisage. L'émir nous invitait toujours à venir prendre le thé. C'était juste après l'attentat d'Oklahoma City, cette attaque. La sagesse populaire disait qu'un musulman en était responsable. J'ai dit ce n'est pas un musulman qui a fait ça. Et il a répondu, « Oh, Votre Altesse, je dis la même chose tous les jours. Ce serait tellement mauvais pour nous tous. » Et il a ajouté, « Vous savez, le problème avec vous, les Américains, c'est que vous avez une société exceptionnellement violente. Même selon les normes arabes, vous acceptez une violence qui serait inacceptable dans tout autre pays civilisé. » Et je ne savais pas quoi répondre à cela, parce qu'il avait raison. Vous savez, oh, vous n'aimez pas les discours de Charlie Kirk? Tirez-lui dans le cou. Tu n'aimes pas la politique de Capitol Hill. Va au match de softball du Congrès et tire sur autant de membres du Congrès que tu peux. Tu veux faire passer un message politique sur le contrôle des armes à feu? Entre dans une école et ouvre le feu sur des enfants. Parce que la loi ne va pas changer. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va interdire les armes. Personne ne va rendre l'enregistrement obligatoire. Personne ne va rien faire. Je pense donc que si les gens s'éloignent des partis politiques, c'est parce que ces partis ne produisent aucun changement réel. Le peuple américain veut vraiment du changement, mais les partis ne sont tout simplement pas prêts à le faire. Les partis sont essentiellement les deux faces d'une même pièce. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, Nima, quand je dis cela, mais j'ai travaillé au Capitole pendant des années. J'ai travaillé à la CIA pendant 15 ans. J'ai servi mon pays à l'étranger. J'en suis venu à comprendre qu'il n'y a en réalité aucune différence majeure entre les deux partis politiques. On peut voir de petites différences à la marge, peut-être un peu sur l'avortement, peut-être un peu sur l'économie ou les impôts. Mais en substance, ces deux partis sont le même parti, les deux faces d'une même pièce. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Et ils en ont assez. En réalité, ce qui se passe en ce moment, c'est que vous voyez Marjorie Taylor Greene collaborer avec les démocrates. C'est incroyable. Une amie à moi a tweeté hier. Elle a tweeté à Marjorie Taylor Greene et a dit « Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Marjorie Taylor Greene ?» J'ai dit à un ami il y a seulement 2 jours que je n'arrivais pas à croire que je me réveille le matin, que je lise les nouvelles et que je sois d'accord avec tout ce que dit Marjorie Taylor Greene. Quel genre de pays fou sommes-nous devenus? Je ne comprends pas. En réalité, elle a qualifié ce qui se passe à Gaza de génocide avant Bernie Sanders. Tu sais, c'est énorme pour les personnes qui critiquent les politiques au Moyen-Orient, en Palestine. Oui, je souris parce que c'est tellement ridicule. Mais en même temps, c'est une indication claire de l'état actuel de la politique américaine. Écoute, dans mon propre podcast, dans mon ancienne émission de radio, je me moquais de Marjorie Taylor Greene sans pitié, sans pitié. Mais mec, c'est comme si chaque fois qu'elle ouvrait la bouche ces temps-ci, elle avait raison. Et je me surprends à être d'accord avec elle. Ce n'est pas seulement à propos d'elle, c'est à propos de Tucker Carlson et de Candace Owens. C'est exact. À mon avis, quand on écoute Steve Bannon dire
Si vous voulez étendre la guerre au Moyen-Orient, vous, Israël, vous feriez mieux d'y aller seul. Nous ne serons plus là pour vous aider. Et je pense que Donald Trump comprend cela. Penses-tu que l'une des principales raisons, peut-être, je ne sais pas, car on peut être pessimiste quant à ce qui se passe avec l'accord de paix entre les États-Unis et Israël d'un côté, et le Hamas et les pays du Moyen-Orient de l'autre, et que si l'accord est réel et que Donald Trump veut agir à ce sujet, c'est à cause de la pression politique au sein du parti, au sein de la base MAGA. Oui, je pense que c'est exactement ça. Donald Trump n'a aucun amour pour les Palestiniens. Il n'a aucun amour pour l'islam, ni pour les Arabes en général. Mais s'il est vraiment le visage du mouvement MAGA, alors le MAGA est opposé aux guerres étrangères. Il est contre l'intervention des États-Unis dans les guerres à l'étranger. Et nous sommes déjà plongés dans cette guerre jusqu'au cou. De plus, Donald Trump est obsédé par l'idée de remporter le prix Nobel de la paix. S'il peut apporter la paix, même indirectement, à Gaza, grâce à un accord acceptable pour les Gazaouis, cela pourrait peut-être lui donner une chance d'obtenir le prix Nobel de la paix. Il y a aussi quelques autres choses. Par où commencer? Donald Trump peut entrer dans l'histoire de deux manières. Il peut y entrer, comme Richard Nixon, lorsqu'il est allé en Chine en tant que dirigeant novateur en matière de politique étrangère. Ou alors, il peut finir comme Grover Cleveland, qui fut président à la fin du 19e siècle, a exercé 2 mandats non consécutifs et que plus personne ne se souvient de lui. Il veut être le premier. Il veut être ce président historique qui a enfin apporté la paix au Moyen-Orient. Je ne sais pas si ce sera le cas ou non. Une autre chose, cependant, c'est l'Iran. L'Iran joue un rôle majeur dans cette discussion, et je suis probablement fou de le dire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le redire. Tout comme Nixon était le seul président capable d'aller en Chine et de finalement faire la paix avec les Chinois en 1972, peut-être que Trump est le seul qui puisse aller en Iran. Et je ne veux pas dire littéralement, physiquement aller en Iran. Mais peut-être aller à Riyad et, à l'invitation de Mohammed Ben Salman, rencontrer le président Pezeshkian. Des choses plus étranges se sont déjà produites dans l'histoire. Peut-être que le moment est venu de conclure un accord. Et je veux ajouter un autre point. Je pense qu'il est important. Benjamin Netanyahou est allé trop loin lorsqu'il a bombardé le Qatar. Trop loin. Les Qataris ne sont pas seulement un allié des États-Unis. Ils sont un allié majeur hors OTAN. Ils ont le même statut que Bahreïn, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Nous sommes tenus de les protéger, non seulement parce qu'ils sont des alliés majeurs hors OTAN, mais aussi parce que le Qatar abrite la plus grande base aérienne du monde, et elle nous appartient. Je peux donc imaginer cette conversation entre l'émir et le président Trump disant « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Nous sommes amis, nous sommes alliés. Nous vous avons donné cette gigantesque base aérienne. Nous avons d'excellentes relations. Nous sommes amis. Nous venons de vous offrir un Boeing 747 pour votre usage personnel et vous permettez aux Israéliens de nous bombarder. Alors Trump a dû rendre cela public et dire que les Israéliens, vous savez, ne lui avaient pas laissé assez de temps pour prévenir les Qataris. Ce n'était probablement pas vrai. Et puis, lorsqu'il a été embarrassé après que Netanyahou a déclaré « Bien sûr, j'ai prévenu Donald Trump 2 heures avant de bombarder le Qatar », Trump a compris que ça pouvait tout gâcher. Je pense qu'il a finalement pris conscience qu'Israël agit dans l'intérêt national d'Israël et que les États-Unis doivent agir dans l'intérêt national des États-Unis. Et il n'y a plus rien que Donald Trump ou les États-Unis puissent faire pour Israël. Je ne sais pas comment. Nous avons appris que depuis octobre 2023, les États-Unis ont dépensé plus de 32 milliards de dollars pour Israël.
en envoyant des armes, en combattant les Yéménites dans toute la région. Et qu'est-il arrivé? Quel est le résultat pour Israël aujourd'hui? Qu'est-ce qu'Israël aujourd'hui? Parce qu'avant, imaginez simplement ce qu'il représentait dans l'esprit des gens du Moyen-Orient. Je parle de la perception générale du Moyen-Orient à l'égard d'Israël. Ils pensaient que l'armée israélienne était, vous savez, bien supérieure. La technologie, la puissance, personne au Moyen-Orient ne pouvait les affronter. Ils croyaient qu'Israël ne pouvait pas être vaincu. Et maintenant, en regardant ce qu'Israël a fait à Gaza, ils ont tout détruit, ils ont commis un génocide. Ce sera l'héritage d'Israël pour toujours. Je ne sais pas comment ils peuvent changer cela. Ce n'est pas possible. Pourrions-nous faire quelque chose à propos de l'Holocauste? Il est impossible de l'effacer de l'histoire. Non, c'est fait. Ils l'ont fait. Ils ne comprennent pas la gravité de ce qui se passe avec tous ces problèmes. Oui, c'est exactement ça. Ils ont commis ce génocide. C'est désormais inscrit dans les livres d'histoire, et on ne peut pas revenir en arrière pour l'effacer. Vous savez, ce n'est pas un hasard si tous ces pays européens, ainsi que le Canada et l'Australie, ont récemment reconnu la Palestine. Ils l'ont fait à cause du génocide. Ils l'ont fait pour faire pression sur les Israéliens. Et les Israéliens ne peuvent pas simplement faire comme si cela n'avait pas eu lieu. Une autre chose dont nous devrions tous avoir peur. Je pense que la direction du gouvernement israélien, pas seulement Netanyahou, mais aussi des gens comme Smotrich et Ben Gvir, et d'autres extrémistes de droite, dont certains ont été condamnés pour des crimes de haine anti-arabes et anti-musulmans, des délits graves, et qui dirigent maintenant le gouvernement israélien, je pense qu'ils sont assez fous pour utiliser des armes nucléaires. Et donc, je pense que cela devrait être notre prochaine grande crainte. D'après certaines estimations, les Israéliens possèdent entre 200 et 220 ogives nucléaires. Je pense qu'il faut les croire lorsqu'ils affirment qu'il n'y a aucun moyen pour eux de perdre une guerre. Il faut les croire lorsqu'ils menacent l'Iran d'une guerre nucléaire. La seule chose qui les empêchera de le faire, c'est la pression, une véritable pression des États-Unis. Je suis heureux de voir Donald Trump exercer une pression sur Israël en ce moment, mais je ne sais pas si c'est un événement d'un jour ou d'une semaine, ou si cela va devenir la politique américaine. Je veux aussi ajouter, Nima, que je suis profondément déçu par la direction du Parti démocrate. Certains tiennent un bon discours, mais la plupart restent silencieux face à ce génocide à Gaza. Mais ensuite, quand Netanyahou vient aux États-Unis, ils se mettent littéralement à courir. Courir. Il y a des vidéos d'eux en train de courir vers la salle où Netanyahou apparaissait pour pouvoir prendre une photo avec lui. Cela me donne la nausée rien que d'y penser. Autre chose aussi, et je pense que nous avons un impact. Pardonnez-moi de personnaliser cela, mais je pense que c'est important. J'ai été mentionné dans une publication la semaine dernière dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, appelée le Middle East Forum. J'ai été critiqué par le conseiller politique du ministre israélien des Affaires étrangères. Il m'a qualifié de violemment antisémite. D'abord, c'est l'une des choses les plus ridicules qu'on ait jamais dites à mon sujet. C'est tout simplement comique. Violemment antisémite. D'accord. Toute personne qui ne suit pas la ligne israélienne à 100% est un antisémite. Je comprends, c'est le discours israélien actuel. Mais il a dit que ma position sur Israël montre la pourriture qui s'installe dans la classe intellectuelle de la gauche américaine. J'ai pris cela comme un compliment, car pour moi, cela signifie que les gens de la gauche politique américaine, qui est en réalité une position centriste, commencent enfin à ouvrir les yeux et à voir ce que les Israéliens font aux Palestiniens sans défense. Vous détruisez toute la bande de Gaza.
Vous détruisez chaque hôpital. Vous détruisez le réseau électrique. Vous détruisez les installations de traitement de l'eau. Vous tuez 70 000, 100 000, 150 000 personnes. La plupart des femmes et des enfants. Presque tous des civils. Et vous en êtes fiers? Alors moi, je suis fier au moins de faire partie de la gauche intellectuelle américaine en décomposition. Je vais porter cela comme un insigne d'honneur. Nous savons que l'un des principaux problèmes pour les Iraniens pendant la première phase du conflit entre l'Iran et Israël était, comme nous en avons déjà parlé, la faiblesse du contre-espionnage iranien. Ils avaient un immense réseau d'espions en Iran. Immense, bien plus grand que ce que quiconque soupçonnait. Lorsqu'un phénomène d'une telle ampleur touche un pays, John, celui-ci cherche à faire le ménage, à retrouver ces personnes. Penses-tu qu'avec cette attaque, Israël ait détruit le réseau qu'ils avaient en Iran? Ou bien, s'ils ont encore quelque chose en cours en Iran aujourd'hui, quelle taille ce réseau devrait-il avoir pour que le gouvernement iranien ne puisse pas les repérer? Oui, j'ai bien entendu ta question. Donc tout d'abord, félicitations aux Israéliens pour ce réseau de contre-espionnage qu'ils avaient en Iran. D'après toutes les informations disponibles, il s'agissait de milliers, littéralement des milliers, de personnes qui faisaient clandestinement des rapports au Mossad. Nous savons maintenant, d'après ce que le gouvernement iranien a découvert, que beaucoup de ces personnes, des milliers d'entre elles, étaient des réfugiés afghans vivant illégalement en Iran ou sans papier, et qu'on leur avait probablement offert l'équivalent de 50 ou 100 dollars par mois, de l'argent bien dépensé, simplement pour indiquer aux Israéliens où vivaient les scientifiques nucléaires, où habitaient les généraux, et à quelle heure les généraux quittaient leurs immeubles le matin pour aller travailler. Je veux dire, tout cela, c'est ce qu'on appelle le concept de mosaïque, où l'on dispose d'une petite tuile, d'un petit fragment d'information, mais où, une fois tout assemblé au siège du Mossad, on obtient une image complète. Et c'est ce qui a rendu le ciblage israélien beaucoup plus facile. Les Iraniens ont démantelé une grande partie de ce réseau. Il y a eu des exécutions, quelques procès, des emprisonnements, mais je pense qu'il est impossible de tous les attraper, qu'il reste encore des personnes qui transmettent des informations aux Israéliens, en plus de ces agents du Mossad d'origine perse qui parlent le farsi sans accent et peuvent se fondre dans la société iranienne. Ce sera une tâche extrêmement difficile pour le gouvernement iranien. Débusquer ces espions et les éliminer. Mais c'est aussi quelque chose sur lequel les Israéliens travaillent depuis des années. Ce n'est pas quelque chose que l'on met en place du jour au lendemain. C'est un programme qui demande des années de développement. Et une autre chose à laquelle les Iraniens devraient réfléchir, c'est que les réfugiés afghans recrutés par le Mossad ne l'ont pas été par un simple appel téléphonique à longue distance d'Israël vers l'Iran. Ils ont été recrutés en personne. Il y a aujourd'hui des gens à l'intérieur de l'Iran qui agissent comme maîtres espions et dirigent ces réseaux. Je vous garantis que ces réseaux sont compartimentés, ils sont cloisonnés. Un réseau ne sait pas ce que fait l'autre, ni quels sont les ordres ou les instructions de l'autre. Pourquoi? Parce que si un réseau est découvert et que tout le monde est arrêté, ils ne révéleront jamais ce que fait l'autre réseau. Ils n'en ont aucune idée. De cette façon, s'ils devaient un jour se battre contre les Iraniens, ils ne pourraient rien divulguer. Et cela a fonctionné. La seule chose qui a arrêté les Israéliens, je pense, si l'on en croit Donald Trump, c'est que les États-Unis ont bombardé l'Iran au nom d'Israël. Trump a déclaré que Benjamin Netanyahou lui avait dit que si les États-Unis ne bombardaient pas les sites nucléaires iraniens,
les Israéliens utiliseraient une arme nucléaire tactique, car ils ne disposaient pas d'une arme conventionnelle suffisamment grande ou puissante pour détruire un site profondément enfoui sous terre. Mais imaginez s'ils avaient utilisé une arme nucléaire. Cela changerait le monde. Le monde entier serait bouleversé si une arme nucléaire était déployée contre l'Iran. Les Iraniens ont donc beaucoup de travail à faire pour tenter de détruire, perturber et démanteler ce qui semble être une vaste opération de renseignement israélienne sur le sol iranien. Il ne s'agit pas simplement de recruter un scientifique iranien au hasard qui se rend en Europe pour un séminaire. Il s'agit de réseaux gigantesques présents sur tout le territoire iranien. Yeah. John, to wrap up this session, do you feel that John, pour conclure cette session, penses-tu qu'Israël attaquerait l'Iran? Quelle est ton opinion à ce sujet? Si Israël veut attaquer l'Iran, car après tout, il faut d'abord décider si nous voulons même répondre à cette question. À mon avis, j'aimerais aussi entendre ton point de vue. Que penses-tu qu'il arriverait à Israël s'ils attaquaient l'Iran une deuxième fois? attack Iran for the second time? Ouais, Yeah. Oui, même problème. Il reviendra dans une minute, environ 10 secondes. 10 seconds. ouais. Mes excuses, mon ami. Juste au moment où j'allais répondre à la question, la connexion a été coupée. Les Iraniens ont fait preuve de ce que tout le monde appelle une patience stratégique. Honnêtement, lorsque les Israéliens ont commencé à attaquer l'Iran, je pense que le monde entier a été surpris par la patience dont le gouvernement iranien a fait preuve dans sa réponse. À tel point que le peuple iranien est déçu exécuté various assaillants. Je pense qu'au gouvernement Yeah, the same problem. Oui, le même problème va se poser. Désolé. Je pense que le gouvernement iranien a tout fait correctement dans sa manière de répondre à ces attaques israéliennes. Mais l'opinion dominante, et je pense que c'est probablement juste, je suis désolé de le dire, est que si l'on écoute Trita Parsi, Max Blumenthal, Larry Johnson ou d'autres personnes bien informées, on peut s'attendre à une nouvelle attaque d'Israël. Je pense que nous allons commencer à voir de la propagande israélienne affirmant que les Iraniens ont déjà relancé leur programme nucléaire, ou qu'ils ont commencé à reconstruire leur site nucléaire, ou qu'ils reçoivent une cargaison de gyroscopes ou autre chose du genre. Je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose de ce type. Je crois qu'il y aura une autre attaque israélienne. Et je pense que les Iraniens ne riposteront probablement pas, ou alors ils feront quelque chose de symbolique, comme utiliser à nouveau des drones. Et je pense que c'est vraiment la meilleure approche. Cela dit, je ne blâme pas les Iraniens de vouloir développer un programme d'armes nucléaires. Ils doivent se protéger. S'ils sont constamment attaqués par Israël, constamment bombardés par Israël, alors ils vont devoir créer une dissuasion suffisamment grande et suffisamment forte pour vraiment dissuader les Israéliens. Et vous savez, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de repartir de zéro. Peut-être qu'ils recevront de l'aide des Pakistanais ou des Nord-Coréens. Qui sait? Mais je m'attends à une autre attaque contre l'Iran. J'espère simplement que les Iraniens continueront d'être aussi patients qu'ils l'ont été jusqu'à présent. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que tu as eu quelques difficultés à cause de la connexion.
C'était pas de ta faute, c'était la connexion. Oui, merci beaucoup, merci. Ravi de te revoir. Oui, à bientôt. Passe un excellent moment, John. Have a great time, John. Merci beaucoup. Toi,